Bonjour, après Jouk hier et avant Mérargues, notre destination de demain, arrêt aujourd'hui sur la place de l'église de Pérols pour un grand bond dans l'histoire. Depuis l'époque où Pérols était une vaste palmeraie, mais oui j'ai bien dit une palmeraie, jusqu'à aujourd'hui au travail d'un sculpteur, céramiste, c'est toujours la pierre qui sera le témoin, qui portera les traces de cette histoire dont nous parlons avec Alain Balalas de l'association Pérols Rétro, une association qui s'intéresse à beaucoup de choses. Hein. Oui, l'association Pérols Rétro est affiliée à la Société d'archéologie des Bouches-du-Rhône et elle regroupe diverses sections qui s'occupent toutes de conserver le patrimoine d'une façon ou d'une autre, par l'organisation de fêtes, par l'organisation de rencontres, l'organisation d'un musée, d'un écomusée, et puis aussi il y a une section pour les vieilles motos, les voitures anciennes, etc. Et Ah ouais, puis en fait, modestement le chapitre dont je m'occupe moi-même, qui est le musée de l'instruction publique à Pérols, le centre culturel Julie Lombard. alors de cela on en parlera tout à l'heure, mais effectivement quand on dit histoire, c'est toute l'histoire, hein, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Vous n'êtes pas Pérolais, vous? Non, moi je suis né à Marseille, je suis un Marseillais du port et je suis venu m'installer à Pérols il y a une vingtaine d'années. Je suis très heureux d'ailleurs de vivre à Pérols, j'apprécie beaucoup le paysage, les habitants, l'atmosphère. Le chanoine Pascal disait en 1910, l'eau de Pérols fait tomber les cheveux et les dents, vous pouvez voir qu'il n'en est rien. Oui, surtout pas du côté des cheveux. Tiens, je le signale en passant, monsieur est à la retraite tout de même. Hein. Alain est retraité, mais jeune retraité qui en plus ne les paraît pas. Alors, chose surprenante ici à Pérols, c'est sûrement cette grotte-là, la grotte aux palmiers. Au plafond, les décorations ont 6 millions d'années. Elles sont inscrites dans le tuf sous le rocher qui porte le château de Pérols. Une quinzaine de palmiers dont les troncs et les ramures ont été emprisonnés dans la roche. Étrange témoignage d'une époque tropicale venue faire de l'œil aux scientifiques. Découverte récente, hein, que cette grotte aux palmiers à Balalas. Elle a été découverte en 80 par Roland Morel, qui est le vice-président de l'association Pérols Rétro. Mais on savait qu'elle était là tout de même. Hein. Elle était là, mais personne ne l'avait vue. C'est un peu comme l'Amérique avant Christophe Colomb. Il y avait des trous là dans le plafond de ce local qui était un local qui était attenant au château, où certainement ont séjourné des hommes d'armes, ou qui a servi de grenier, ou des tables à brebis, ou on ne sait. Et puis un jour, des enfants ont dit, mais monsieur, il y a des trous là-haut. Et Roland Morel, dont le père est un archéologue qui a travaillé avec Fernand Benoît d'Entremont, eh bien, est venu voir et a identifié des palmiers dont l'espèce a été retrouvée en Afrique ou en Amérique, à Hot Spring. Et ces palmiers étaient, ces empreintes, parce que ce sont des empreintes, étaient très bien conservées dans le tuf qui se trouve là-haut, dans le tuf calcaire. Mais comment on peut expliquer cela? Ça a été enterré par quoi Et on ces pense palmiers? que ce sont des sédiments qui ont enterré les troncs debout. Et qu'ensuite les troncs se sont décomposés. Mais attendez, Et le trou est un resté à un l'intérieur. beau jour, il y a eu une avalanche de sédiments qui a enterré. Non, comment ça s'est passé? Le rivage, l'endroit où se trouvait Pérols était un rivage lacustre composé d'eau de mer et d'eau de rivière, d'eau saumâtre, analogue à ce que peut se trouver la Camargue. Et c'était un climat tropical avec des sauriens, reptiles, crocodiles et végétation évidemment tropicale, palmiers. Ensuite, les glaciations ou les diverses invasions de l'eau et des rivières et les descentes de glaciers ont certainement accumulé une grande quantité de sédiments, puisque la vallée tout entière est une vallée sédimentaire. Et en plus, c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule grotte. On n'est même pas sûr que ce soit la vraie grotte, celle-là. Il est possible qu'il en existe d'autres chez des particuliers, il est possible qu'il en existe d'autres qui aient été comblés, enterrés à d'autres époques. La tradition de Pérols veut que de nombreux souterrains partaient du château et allaient rejoindre la Durance à un endroit ou un autre. On ne sait pas, mais Parce tout que reste à découvrir. La grotte des Mascarons, c'est celle-là réellement ou pas? Alors on pense que les mascarons ont désigné les dessins géométriques qui représentent les troncs de palmiers, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Il est possible, une tradition veut
qu'il y ait peut-être une autre grotte dite des Mascarons qui était confondue par celle-là. Tout ça est à rechercher. De toute façon, des traces de palmiers, on en voit sur toutes les pierres des Pérols, ou Eh bien, presque. maintenant qu'on a vu celle de la grotte, eh bien évidemment, on les reconnaît partout, aussi bien sur le rocher de l'église que sur le rocher du château. Elles sont érodées, elles sont usées, mais on les voit, on voit des palmes un peu partout. Et il y en a d'autres, des traces comme ça dans le monde? Oui, en Turquie, il y a un autre gisement, et en Amérique, à Hot Spring, et un autre en Afrique, je ne me souviens pas exactement le nom, là, je n'ai pas sous les yeux. Si vous venez un jour à Pérols, arrêtez-vous, ne serait-ce que quelques minutes. Consacrez-y un court instant peut-être, mais allez la voir surtout, c'est la chapelle du Saint-Sépulcre. Quadrilobée comme ses sœurs d'Orient, la chapelle du Saint-Sépulcre fut sans doute édifiée au XIIe siècle par un seigneur revenu des croisades, un ex-voto monumental. C'est vraiment un souvenir de croisade, puisque vous avez sur les murs une procession de saints, une procession d'anges, et ensuite on voit des croisés sur des bateaux tenant leur épée dans leurs mains. Il est sûr que dans le chœur, il y avait le Christ en rédemption, comme on retrouve très souvent à cette époque-là, et donc les peintures devaient recouvrir absolument tous les murs. À l'heure actuelle, nous avons un reste fragmentaire, mais ce reste de peinture murale est important. La campagne de restauration qui s'est effectuée il y a environ une dizaine d'années n'était basée que sur sa conservation, c'est-à-dire que nous avons remis un adhésif pour empêcher la couche picturale de s'effriter, de tomber. Et ceci dit, on peut penser que cette toute petite campagne, toute petite, a préservé les peintures. On a mis même des petits vélatines ou des gaz pour protéger les visages, là où il y avait certains morceaux de peinture qui menaçaient de s'en aller. Et quand est-ce que vous restaurez tout ça entièrement? Alors là, moi je serais prête à partir tout de suite pour ce genre de restauration, vu que c'est tout à fait unique et donc il faut absolument sauver ce genre de témoignage parce que c'est un témoignage tellement important pour la région, tellement important pour notre Provence. C'est l'histoire réellement de la Provence et c'est vrai qu'il ne faut pas attendre parce que elle va s'effriter, la peinture peut disparaître très très vite, donc il faut vraiment sauver cette œuvre et donc c'est vrai qu'il faudrait sensibiliser beaucoup de monde pour mettre des priorités sur ce genre de chapelle, sur ce genre d'œuvre très très importante. Le retable représentant une descente de croix date du XVe siècle. Il a été offert par des personnalités de la région. Derrière le Christ, la Vierge Marie et les saints, on aperçoit une amorce de paysage qui préfigure la Renaissance, bien qu'il s'agisse encore d'un sujet religieux. Les visiteurs ont laissé traces sur les murs, comme ces marins du XIVe siècle, venus en pèlerinage à la chapelle du Saint-Sépulcre après quelques traversées mouvementées. Alain Balalas a une autre théorie sur cette chapelle, sur l'origine de cette chapelle. Une autre théorie, c'est pas exact, plutôt compléter les informations. Je pense, c'est une hypothèse qui sera vérifiée. Je pense que, étant donné l'étendue des domaines des commanderies du Temple, à partir de Pertuis notamment, et étant donné que le domaine de la cavalerie, qui se trouve de l'autre côté de la Durance, appartenait au domaine de Pérols et au seigneur du château de Pérols, on peut supposer que avant que le domaine de Pérols appartint aux évêques d'Aix et à Guy de Cavaillon, il a été une commanderie du Temple. À mon avis, bon, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin, c'est peut-être quelque chose à creuser. La chapelle du Saint-Sépulcre, qui ressemble étonnamment à celle de Montmajour, à celle de la Baume de Transit, à celle de Visan,
à celle de Venasque et à une qui se trouve sur la route entre Auvillard et Valence d'Agen était peut-être une chapelle templière, ce que Tendré a démontré, le fait premièrement qu'il y a plutôt que la chapelle est en forme de trèfle à 4 feuilles, et deuxièmement que les fresques sont des fresques byzantines arméniennes typiques. Et donc en fait, ce ne serait que le prototype, la maquette de ces autres chapelles. C'est bien possible. Elle est semblable mais plus petite d'aspect. Voilà, ce qui expliquerait justement ce côté modèle réduit de la chapelle. Je le pense, c'est à voir. En fait, d'où vient le nom de Pérol? Alors il y a plusieurs hypothèses en présence. La plus courue, celle qui est admise dans le pays, c'est que ça vienne de pierre roulée, pétrolio, à cause des galets de la Durance. Il existe une autre explication, peut-être encore, que j'ai recueillie dans le Rouergue, où Pérol, pérollerie, pérolier font allusion au chaudron. Peut-être il y a eu Tilu, dans un temps très reculé, une colonie de chaudronniers. Mais en fait, la théorie qui a le plus d'agrément, c'est la pierre roulée. Voilà, hein. la pierre roulée, celle qui est admise par la plupart des gens. D'où l'importance de la Durance. Mais ça, il y a longtemps qu'on le savait. Et ce n'est pas Frédéric Soulier qui me contredira. Et oui, Jean-Paul, la Durance, elle est très utilisée. Elle sert surtout, esforce usitade per nen sorti li coudoulé, ces petits cailloux que l'on trouve, les petits galets. Alors à quelle Durance, eh bien, elle est grattée. En cave à fond, ils ont raclé la maille, ce qu'on appelle, c'est le lit tout simplement. La maille des Durance, en sorte, ces endroits, les lieux où on trouve beaucoup de galets, comme se disent les coudoulières. Et même à Pertus, en face, il y avait une quartier qui se dit la coudoulouse, c'est-à-dire qu'il y a force cailloux. Mais pourquoi faire sortir tous ces cailloux? Per, surtout, Bastille et route, les grossi chantiers, les grossi œuvres, comme le TGV, mais c'est pour un peu des mandats, si c'est pas un peu un peu destruit, des faire un... T'as vu l'emploi du temps que j'ai en ce moment? Laissons-nous respirer, restons tranquilles. Oui, ça fait pas mal, hein. Ceux qui l'ont essayé l'ont adopté. La méthode Coué, demain à 22h40. Donc on va commencer par la droite puisqu'il a pu récupérer les clés. Donc... Et ça, là, c'est contre la zone 300. C'est 17e. Clé de voûte sur la ville du château, qui va juste à laquelle il y a la date de reconstruction. D'ailleurs, toute dur, très compacte et on le faisait cuire. Ça appelle la chamotte. Voilà. Alors tous ces morceaux ont été exhumés de là au moment où les gens ont construit ces maisons. Alors si vous suivez la ligne, c'est une chrysolite, c'est-à-dire c'est une hache de pierre qui date du temps. Ici il n'y avait pas de silex, alors les Ligures se procuraient des pierres analogues au silex. Et puis elles ont été très usées, sur plan sont tombées, et tout ça, ça date évidemment de l'époque de la grande mer tortelière. Vous voyez les pointes là de palmier. Alors dans la grotte, ce que vous allez voir de curieux, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des fantômes, c'est quelque chose qui est unique au monde, c'est des empreintes de palmiers prises, c'est l'empreinte extérieure du palmier. Ils sont rentrés dedans. Et ici, la couche qui était ici a été en porte-trace de ces fossiles. Pendant des années, les gens se sont demandé ici, ils croyaient que c'était les oubliettes du château. Le plus curieux, c'est que... Et pour les tomates Vous voyez là, c'est travaillé, d'accord. C'est le chemin. Là, en béton, oui, parce que le paysan s'en servait pour mettre des outils ou des bêtes, mais on voit la structure des briques, de la brique romaine, là, taillée dans le rocher avec des pierres inclinées. C'est le dernier vestige qu'on a avant la grotte, avant la... Abri sur roche, amélioré, oui. Il y a une partie qui est tombée là-haut, ça s'avançait sans doute davantage.
suivant les champs. Les grandes communications limitaient les champs Les pierres là qui ont servi à faire le chemin, elles y sont toujours. Hein. Ah oui, c'est les pierres du... Et voyez, regardez, on voit la plateforme là, tout le long. Ils sont là, là il y a des murs qui descendent où ils se sont servis des grosses pierres qui sont là, ils ont aligné, aménagé comme ils ont pu. Et on voit ça tout le long, comme ça, c'est divisé en quartiers. 500 familles, quelque chose comme ça. On comptait 2000 personnes. Hein. Oula. Interprété, ça me paraissait curieux, je me suis renseigné et ça date des Ligures, ça. Le passage à guillotine, eh ben, on était obligé de passer par là pour payer. C'est vrai que Ceux qui ne payaient pas, mais il y a des pratiques qui l'avaient payé, qui comprendre qu'il valait mieux payer. Ah, vous voyez, ça fait un escalier là, il faut passer. Mais bien entendu, là, on ne peut pas passer à vélo, c'est un escalier. Non. Ah ben oui. C'est un bel abri, hein. Ça ressemble. Ici, vous êtes dans la grotte de la Grande Bombe, qui a été d'ailleurs oubliée par Escalade Fonton, Charles Coste, Courtin et divers personnages du CNRS ou autres. C'est pas le joli sentier, les marches. Oh bien, je trouve. Ah bon? Bonne province. Ah oui. Regarde une grotte. Alors là-bas, vous pouvez traverser, c'est faisable parce que c'est pas bouché. La carrière arrivée jusqu'ici. Alors, si la pépite... Oh, et suite à une exploration très délicate, je retrouve un jour, je suis sauvé. C'est ça, hein. Vous savez, j'en sais pas plus que ce que je vous ai montré. Moi, j'ai vu un mur qui tout autour, j'ai vu des grands cercles, puis j'ai posé la question, je l'ai exposé, j'ai pris les photos, les filmé, et puis, bon, c'est pas moi, il faut d'abord enlever toute la végétation, pour pouvoir aller un peu plus loin, sinon, dans la plaine du temps des Romains, on a retrouvé une ferme romaine dans le creux derrière le stade, là comme ça a été recouvert parce que c'était pas possible d'exploiter. Puis après il arrive les temps, les Visigoths, les barbares, les invasions, etc. Alors ils se refluent ici et ils s'enferment avec des pieux partout. Alors au Xe siècle ici, il y a des pieux partout et les habitants du village sont là. D'après les découvertes que j'ai pu faire et surtout des indices, j'ai pu tirer des conclusions. Eh bien ici c'est un fort qui a été équipé par les Templiers pour servir de gendarmerie, pour servir de protection du passage de la vallée. Ici ça dépendait de la principauté de Richeranche. En face, de l'autre côté de la Durance, on a la cavalerie. Les cavaleries, c'était l'endroit où on élevait les chevaux, comme le nom l'indique. Il y a le château du Grand Calaman, il y a les 3 tours, tout ça, ça appartenait aux Templiers. Et il y a en bas, au défilé, il y a la chapelle Sainte-Marie-Madeleine qui appartient à la famille Bazin qui possède aussi le château de Mirabeau. Il y a la famille Bazin et la famille Rougier. Et cette chapelle Sainte-Marie-Madeleine, Madeleine, c'est le substitut de la Vierge chez les Templiers. Eh bien, la Vierge, et il y a aussi Sainte-Anne qui est le substitut de la Vierge. Et ici, il y a un vallon Sainte-Anne, nous y étions tout à l'heure, le vallon Sainte-Anne. Partout où il y a Sainte-Anne ou Sainte-Marie-Madeleine, c'est la dévotion des Templiers. Plaqué. Parce que dans certains ouvrages, on lit le roi René a construit cette chapelle. Le roi René, c'est le 15e siècle, le 19e, c'est impossible parce qu'on est fait au 15e siècle des phrases qui. Donc il y a autre chose. Ils étaient dépendants de l'ordre principal des Templiers, mais ils avaient leur propre organisation qui part de Richeranche jusqu'à Aix, partout comme ça. Voilà. Alors il y a divers indices qui aident à penser que c'est une organisation templière. Mais d'abord, le fait que ça s'appelle la chapelle du Saint-Sépulcre, parce que les Templiers étaient les pauvres chevaliers de la milice du Christ. Ils ont été fondés officiellement en
1118, la règle de leur ordre mérien n'interdit de penser qu'ils existaient déjà, notamment dans l'ordre des chanoines du Saint-Sépulcre, puisqu'on les loge d'abord dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Et l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, elle est ronde. Alors voilà le temple gaulois. Je le lève pour que vous le voyez tous. Le temple gaulois qui est au centre des termes de ses cents, au centre d'un temple, il a vraiment la forme d'une croix. Mais ce n'est pas une croix en réalité, c'est un carré prolongé de chaque côté dans toutes les directions. Il y a une raison mystique et métaphysique à ça. Alors si on vous regardez là, si tout le monde peut le voir, les diverses constructions qui se trouvent là, ça c'est l'abbaye de Montmajour, oui. La petite chapelle de l'abbaye de Montmajour. C'est la même à part que le narthex ici a été prolongé. Sinon c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire que c'est à 4 faces. Il y a toujours 4 faces comme ça. Voilà, ça c'est une église arménienne. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Alors voilà le temple. Voilà le plan de l'église arménienne qui peut être excessivement compliqué, qui s'étend comme ça dans l'espace, dans toutes les directions. Et ça, c'est le plan de la basilique romaine ou latine ou grecque. Parce que quand Constantin le Grand a rallié la religion officielle au monothéisme, il a tout simplement déclaré évêque le Flamine du temple de Jupiter. Il a nommé évêque, il a fait la nouvelle religion pour unifier toutes les croyances de son empire. Alors on a pris le temple de Jupiter et le temple est devenu la basilique, aussi bien à Rome qu'à Byzance, puisque les empereurs de Byzance, c'est la suite des empereurs romains. Par contre, dans le Caucase, où il y avait des traditions très différentes et très solidement établies, on a continué la tradition de l'Église qui avait cette forme. Alors cette forme-là, elle est concurrente de la forme rectangulaire qui est byzantine et latine, mais c'est une forme plus ancienne qui date des Nabatéens, des Nazaréens et de toutes les successions des tribus qui vivaient dans le Caucase, parce que dans le Caucase, les gens qu'on appelle les Lesgues, voilà. Alors de la voûte à l'arche, c'est aussi, c'est là ce que je traite là-dessus, de la voûte à l'arche, c'est un passage métaphysique qui a trait aux métaphysiques orientales, ce qui montre que les Templiers avaient au moins des contacts avec tout ce qui concerne l'Orient et les doctrines orientales. Il tend les mains comme ça, n'est-ce pas? Il est entouré, regardez, c'est des palmiers qui sont autour de lui. Déjà les palmiers à Pérol. Parce que les personnages, vous voyez, c'est pas peint du tout de la même manière. C'est beaucoup plus élaboré, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est un modèle stéréotypé, ça on retrouve ça dans de nombreuses églises, notamment, regardez, voilà une église de Bourgogne, dans laquelle on voit des personnages peints de la même façon, du même type, c'est le même coup de pinceau. La cathédrale Notre-Dame de Clermont-Ferrand, si on descend dans la crypte, il y a une fresque de la même époque, du même genre, peinte de la même façon, et qui est aussi en mauvais état. Alors on est rassuré, bon, on n'est pas les seuls. Et avait une dévotion pour la mise au tombeau du Christ, mais ce tableau date de 1610, ces Templiers disparaissent en 1308. Ils disparaissent en 1308. Les Templiers, il y a cette colline, la forme qui est là aussi. Cette colline, eh bien, c'est la colline sur laquelle nous sommes. Si vous la regardez, vous voyez qu'elle a exactement la forme de la colline de la chapelle. Et bien...